Dans le monde du narcotrafic colombien, il y eut un homme si imprévisible, si brutal, que même Pablo Escobar lui-même en vint à le craindre. Son nom, Rubén Londoño, plus connu sous le surnom de La Yuca. Un sicario qui non seulement fit couler le sang pour le cartel de Medellín, mais osa également défier l'autorité du capo, le plus redouté de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'histoire de cet homme. Un pistolero accro à la violence et à la drogue, dont l'ascension fut marquée par la folie, la vengeance et un désir insatiable de pouvoir. Restez jusqu'à la fin pour découvrir quel fut le destin de ce tueur à gages qui, à un certain moment, se crut intouchable. Rubén Londoño naquit dans un environnement de privation, dans les communes pauvres de Medellín, plus précisément dans la municipalité de La Estrella, au sud de la vallée d'Aburrá, ce lieu, qui selon le journaliste Alonso Salazar, dans la parabole de Pablo, fut un vivier fondamental de sicarios. Vit grandir plusieurs des hommes qui, plus tard, se mettraient au service d'Escobar. Bien que Pablo lui-même soit né à Envigado, beaucoup de ses lieutenants provenaient de La Estrella, une zone frappée par la pauvreté et le manque d'opportunités. C'est là que Rubén commença à forger sa réputation. Pistolero implacable et garde du corps personnel du chef, accompagnant le patron lors de voyages à l'intérieur et à l'extérieur du pays, aux côtés de figures telles Coto, Pinina ou le redouté Mugre Negro Pavón. Cependant, la vie de Londoño fut marquée par une ombre qui le consumait lentement. Son addiction au bazuco, une version artisanale du crack. La drogue l'entraîna dans une spirale de paranoïa et de violence incontrôlée. Une arme à la main, la Yuca cherchait à se venger de quiconque l'avait humilié durant son enfance ou sa jeunesse. Malgré ses origines modestes, Rubén Londoño comprit très tôt que dans le monde du crime, il pouvait trouver la richesse que la vie ne lui avait jamais offerte. Pour lui, tuer devint un commerce. L'ascension de la Yuca ne se limita pas uniquement à la violence. Avec l'appui de secteurs politiques locaux, en particulier du mouvement Rénovation libérale, il réussit à se présenter comme un citoyen respectable et à obtenir un poste de conseiller municipal dans sa ville. Derrière cette façade d'honorable homme politique, se cachait l'un des visages les plus redoutés du cartel de Medellín. C'est dans ce contexte qu'apparut sur la scène un homme clé. Pablo Correa, puissant narcotrafiquant, est l'un des hommes de confiance d'Escobar. Lors d'une réunion avec le chef, Correa demanda l'élimination d'un ennemi, Fran Gutiérrez. Escobar, dans un premier temps, tenta de freiner cette idée. Il lui demanda de résoudre ces différends par d'autres moyens, mais la pression finit par faire pencher la balance vers la violence. L'ordre fut donné, et le chargé de l'exécution serait Rubén Londoño. Pour ce contrat, la Yuca recevrait une somme exorbitante, 100 millions de pesos. Mais avant l'exécution finale, il devait accomplir une mission particulière, envoyer un message de mort à Gutiérrez. Ainsi, suivant les instructions d'Escobar, un hélicoptère survola la propriété de la victime dans la station balnéaire de San Jerónimo. Depuis les airs, ils lancèrent un cercueil qui s'écrasa au milieu de la propriété, comme un avertissement sans équivoque que sa fin était proche. Cependant, le destin prit un tournant inattendu. 10 jours plus tard, Gutiérrez fut attaqué par balle alors qu'il déjeunait dans un restaurant. Contre toute attente, il survécut. Gravement blessé, il fut transporté d'urgence dans une clinique, où les médecins réussirent à lui sauver la vie. Cela devint un problème pour Escobar. Pablo et la Yuca se réunirent pour analyser la situation. Ils ne pouvaient pas permettre que Gutiérrez reste en vie. Toutefois, il existait un obstacle. La clinique où il était soigné recevait également des policiers blessés, ce qui signifiait que l'endroit était en permanence surveillé par les autorités. La protection de Gutiérrez était solide. Ses gardes du corps restaient constamment en alerte, conscients qu'une nouvelle attaque pouvait survenir à tout moment. Pourtant, la créativité criminelle d'Escobar et de ses hommes ne connaissait pas de limite. Le lendemain, ils s'emparèrent d'un véhicule et le modifièrent pour qu'il ressemble à une patrouille de police. Déguisés en agents blessés, ils se rendirent à la clinique en simulant avoir besoin de soins médicaux. La ruse fonctionna. Ils parvinrent à tromper la sécurité de Gutiérrez
et a pénétré jusqu'à l'endroit où il était hospitalisé. C'est là que l'exécution fut consommée. 2 versions circulèrent sur l'assassinat. Certains affirment qu'il fut abattu par des tirs précis d'un pistolet équipé d'un silencieux. D'autres, qu'il reçut plus de 70 impacts de mitraillette. Ce qui est certain, c'est que Frank Gutiérrez ne survécut pas à la seconde tentative. À la suite de cet épisode, la figure de la Yuca commença à se transformer au sein du cartel. Son pouvoir économique grandit de manière démesurée, et avec lui s'intensifièrent également ses conflits avec les autres hommes d'Escobar. Contrairement à d'autres sicarios qui acceptaient avec soumission l'autorité du patron, Rubén Londoño était insatisfait, plaintif, toujours en train d'exiger davantage. La tension augmenta lorsqu'il apprit que l'on avait confisqué à Gutiérrez près de $50,000. Selon lui, la récompense qu'il avait reçue ne correspondait pas à ce qu'il méritait réellement. Son mécontentement le mena à un point de rupture. Il commença à se rebeller contre Pablo Escobar, affirmant que le chef gardait tout l'argent sans rien faire. L'ambition l'aveugla. Il s'entoura de ses propres gardes du corps, défiant les règles non écrites du cartel. Il entrait dans le bureau d'Escobar escorté par ses hommes, comme s'il voulait se placer au même niveau que le patron. Pour Pablo, ce geste était une offense directe. Pour le reste du cartel, c'était le signe que la Yuca jouait avec le feu. À ce moment-là, Escobar était déjà un vétéran du crime, un capo qui avait construit un empire fondé sur la peur et le sang. Et face à lui, un sicario qui, enhardi par son ambition et sa violence incontrôlée, osait le défier. L'arrogance croissante de Rubén Londoño inquiétait beaucoup de monde au sein du cartel, et surtout Pablo Escobar. La Yuca ne se contentait plus d'exécuter des ordres. Il discutait, imposait des conditions et agissait comme s'il était l'égal du patron. Cette attitude, combinée à son caractère imprévisible et violent, faisait de lui un homme impossible à contrôler. Escobar commença à sentir qu'il ne pouvait plus le maîtriser. Il passait des nuits blanches, armé jusqu'aux dents, craignant qu'à tout moment, la Yuca n'essaie de le trahir. Et ce n'était pas sans raison. Rubén avait déjà montré à plusieurs reprises qu'il n'hésitait pas à défier n'importe qui, quel que soit son rang. Dans ce contexte, Escobar décida de faire appel à un autre de ses hommes de confiance, Mario Castaño Molina, plus connu sous le nom de El Chopo. Pablo lui avoua ouvertement qu'il voyait en la Yuca une menace réelle, quelqu'un qui pouvait se retourner contre lui à tout instant. El Chopo, pour sa part, n'avait pas besoin de longues explications. Lui aussi se méfiait de Rubén. La rivalité et les tensions au sein du cartel faisaient partie de sa vie quotidienne. Et il savait reconnaître quand un homme était sur le point de franchir la ligne. Avant de poursuivre l'histoire de la Yuca, il est essentiel de s'arrêter sur la figure d'El Chopo, considéré par beaucoup comme le sicario le plus agressif et impitoyable au service d'Escobar. Né dans un environnement marqué par la violence, les abus et la douleur, il développa un caractère explosif et intraitable. Intrinsèquement amer, il répondait toujours par des menaces ou des balles à ceux qui osaient le provoquer. La brutalité était son langage, et la violence, son outil naturel de survie. Mario Castaño Molina, alias El Chopo, devint synonyme de brutalité au sein du cartel de Medellín. Son caractère était si explosif qu'il n'hésitait pas à déchaîner la violence contre quiconque osait se moquer de lui, quelles qu'en soient les conséquences. Sa vie personnelle reflétait le même schéma d'agressivité. Un jour, il tira dans la jambe de sa propre épouse après un accident domestique dans lequel son fils fut blessé. C'était un homme qui pratiquait la maltraitance de façon constante, et d'une jalousie extrême, il ne tolérait pas qu'elle ait d'autres partenaires. S'il soupçonnait quelqu'un, il l'éliminait simplement. Au cours de ses premières années, en raison de sa difficulté à parler couramment, on le surnommait le bègue. Mais Escobar, toujours ironique et doté d'une mémoire acérée pour les surnoms, décida de l'appeler El Chopo, comme le fusil artisanal qui circulait souvent dans les communes de Medellín. Il ne le considérait pas comme un roi des bandits, mais reconnaissait en lui le plus efficace de ses chefs militaires. Son bégaiement, en réalité, était un danger en soi. Lorsque les mots se bloquaient, il ne tardait pas à s'exprimer avec son arme à la main. Escobar le savait. Quand la voix d'El Chopo se brisait, ce qui suivait, bien souvent,
c'étaient des coups de feu. John Jairo Velázquez Vázquez lui-même, alias Popeye, le décrivit comme un homme sans éducation, consommateur compulsif de drogue dans les discothèques et capable de tuer sans la moindre hésitation. Un jour, il ôta la vie à un jeune simplement parce que celui-ci lui avait montré avec fierté un pistolet fraîchement acquis. Sa violence était immédiate, irrationnelle et disproportionnée. Un simple regard suffisait à transmettre le degré de cruauté qu'il portait en lui. Après la mort de José Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, El Chopo assuma le contrôle militaire du cartel sous une seule loi, celle de la peur. On disait que si quelqu'un le dénonçait, sa vengeance ne se limitait pas à la victime. Elle atteignait les pères, les fils, les frères et quiconque avait un lien avec le traître. C'était, à proprement parler, un homme conçu pour inspirer la terreur. Le casier de Mario Castaño Molina, El Chopo, incluait sa participation directe à l'un des épisodes les plus sombres du cartel de Medellín, l'assassinat des frères Galeano et Moncada. Lors de cette opération, il découvrit une somme de plusieurs millions appartenant aux victimes. Interrogé par Escobar, il nia tout. Mais le patron connaissait trop bien ces hommes et découvrit rapidement la vérité. Acculé et craignant pour sa vie, El Chopo finit par rendre la plus grande partie de l'argent à Escobar. Un acte qui, bien qu'il le sauva d'une punition immédiate, le laissa marqué comme un homme suspect. Malgré la perte d'alliés et l'usure de l'organisation, Escobar maintint l'offensive contre l'État. Pour cela, il utilisa la brutalité d'El Chopo comme principal outil. Enlèvement, assassinat, ciblé et attentat terroriste portaient sa signature. Cette stratégie finit par réactiver la machine de l'État colombien. Le bloc de recherche fut réorganisé avec pour unique objectif de mettre fin à Escobar et à son cercle le plus proche. Dans ce contexte, un homme clé allait changer le cours de l'histoire. Il s'agissait de Juan, un collaborateur d'El Chopo qui, se voyant acculé lors d'une descente, supplia qu'on ne le tue pas et offrit des informations en échange de sa vie. Avec une précision chirurgicale, il révéla l'endroit où El Chopo avait l'habitude de se réfugier. Un luxueux appartement dans l'immeuble de la Banco Comercial Antioqueño, en plein centre de Medellín, rue 53, avec la Carrera 49. Selon les renseignements recueillis, El Chopo s'y rendait fréquemment, au moins 3 fois par semaine. L'information était trop précise pour être ignorée. Un groupe de 8 hommes de l'unité d'élite de la police, dirigé par un officier cagoulé, se mobilisa immédiatement. Guidés par Juan, ils arrivèrent sur place et confirmèrent l'objectif. L'opération devait être exécutée avec une précision absolue. Entrer rapidement, neutraliser et éviter un massacre au cœur de la ville. Les agents réussirent à ouvrir discrètement la porte de l'appartement. Le silence régnait dans le couloir, mais dès qu'El Chopo remarqua l'intrusion, il réagit de la seule manière qu'il connaissait, en tirant. La fusillade fut aussi brève que fatale. El Chopo vida tout le chargeur de son pistolet de calibre 9 mm, mais aucune des balles n'atteignit les hommes de l'unité d'élite. La riposte policière fut immédiate et dévastatrice, des rafales qui mirent fin à sa vie en quelques secondes. Le corps de Mario Castaño Molina resta étendu dans l'appartement. Les agents trouvèrent à ses côtés plus de 1000 projectiles de munitions, preuve de l'ampleur de l'arsenal dont il disposait. Cependant, la version officielle assura qu'il n'avait reçu que 48 impacts de balles. Une divergence qui reflétait non seulement le coût humain de l'opération, mais aussi la brutalité avec laquelle elle fut menée. Le cadavre de l'homme qui avait inspiré la terreur à Medellín était méconnaissable. Il avait perdu sa moustache, portait à peine un survêtement et une chaussure, et sur sa poitrine se distinguait un tatouage en forme d'aigle. La récompense offerte par le gouvernement pour lui s'élevait à 100 millions de pesos, et avec sa chute, les autorités célébraient l'un des coups les plus précis portés contre le cartel de Medellín. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Avant sa mort, El Chopo avait semé la graine d'une autre mission létale, l'élimination de Rubén Londoño, alias La Yuca. Pour mener à bien cette tâche, il fit appel à l'un des jeunes les plus prometteurs et les plus loyaux du cartel, Johnny Rivera, connu sous le nom d'El Palomo. El Palomo était considéré comme un guerrier silencieux, d'un visage sérieux et d'un caractère réservé,
Il venait également de la municipalité de la Estrella, le même berceau d'où avaient émergé tant d'hommes devenus des pièces clés de la machine d'Escobar. Bien qu'il se montrât généralement discipliné et discret, il connaissait aussi des moments de camaraderie, partageant quelques bières avec les hommes qui l'accompagnaient dans la guerre. Il était cependant bien plus qu'un simple sicario. Il devenait un nom de confiance au sein de la structure militaire du cartel. Derrière son air sérieux, Johnny Rivera, alias El Palomo, cachait une facette inattendue. Il était profondément religieux. Il portait toujours sur lui un scapulaire comme amulette et lisait la Bible avec dévotion. Cette dualité, la foi et la violence, faisaient de lui une figure énigmatique au sein du cartel. Sa carrière criminelle commença sous le commandement direct d'El Chopo, qui le recruta comme son garde du corps personnel. La discipline et le sang-froid de Rivera en firent rapidement son homme de confiance. Mais lorsque Pablo Escobar le rencontra en personne, il perçut immédiatement sa loyauté et son habileté. Ce fut alors qu'il décida de le rapprocher de son cercle le plus proche. À seulement 22 ans, El Palomo était déjà un tireur létal, rapide, précis et doté d'une capacité de concentration qui le distinguait de nombreux autres sicarios. Humble et introverti, il était dépourvu des excès qui consumaient des hommes comme la yucca. Son seul vice était la marijuana. Mais en dehors de cela, il se consacrait corps et âme au cartel de Medellín. Son respect pour des figures comme Pinina et Popel était évident. Il reconnut toujours en eux une influence clé dans sa formation de sicario, se montrant reconnaissant et soumis face à leurs enseignements. En 1989, toutefois, il faillit tout perdre. Lors d'une opération dans la municipalité de Caldas, Antioquia, il fut arrêté avec plusieurs hommes liés au cartel. Le coup semblait définitif. S'il était transféré à la prison de Bella Vista, s'évader serait presque impossible. Mais Escobar n'était pas disposé à laisser l'un de ses hommes les plus prometteurs tomber aux mains de la justice. Il ordonna à Pinina de le libérer avant son transfert, et pour cela, il autorisa à dépenser toute somme nécessaire. La petite prison où il était retenu n'abritait qu'une quarantaine de détenus et comptait peu de gardiens. C'était le scénario parfait pour exécuter une opération de sauvetage rapide et décisive. Le sauvetage d'El Palomo en 1989 fut rapide et chirurgical. Bien que la prison ne comptât que 3 gardiens, il n'était pas facile de les soudoyer en raison de leur relation directe avec la police locale. C'est pourquoi l'opération fut résolue par la ruse et la violence. Une femme servit de diversion à l'entrée, tandis que Popel braquait les gardiens et se dirigeait directement vers la cellule de Johnny Rivera. En quelques minutes, El Palomo était libre et mis à l'abri. 2 ans plus tard, en 1991, le panorama du cartel changea radicalement. Le gouvernement colombien approuva l'extradition des ressortissants vers les États-Unis et, sous la pression, Escobar et une partie de ses lieutenants, parmi eux El Palomo, choisirent de se livrer à la justice dans le cadre d'un accord. Le destin des capos fut la prison de la cathédrale, à Envigado. Officiellement conçu comme un centre de haute sécurité, en pratique ce n'était rien de plus qu'un refuge de luxe construit sur mesure pour Escobar. Avant sa transformation, elle avait même fonctionné comme un centre de réhabilitation pour toxicomanes. Escobar y demeura avec tout le confort imaginable, mais la façade de l'égalité ne dura pas longtemps. Le 22 juillet 1992, le président César Gaviria ordonna une opération militaire pour transférer Escobar et ses hommes vers une véritable prison sous contrôle de l'armée. La réponse fut immédiate, l'évasion de la cathédrale. El Palomo, fidèle au patron, participa au plan d'évasion et aux opérations parallèles qui visaient à freiner l'État. Durant cette période, il participa à des enlèvements de grande envergure, parmi lesquels celui du vice-ministre de la Justice, Eduardo Mendoza, et celui du colonel Hernando Navas Rubio, directeur national des prisons, qui portait souvent son fusil comme un symbole de défi face au pouvoir du cartel. Ces actes mettaient non seulement en évidence la capacité opérationnelle du groupe d'Escobar, mais aussi sa détermination à déstabiliser le gouvernement colombien sur son propre terrain. L'évasion de la cathédrale marqua un avant et un après dans la guerre entre l'État et le cartel de Medellín. Tandis que le bloc de recherche et la DEA encerclaient le complexe,
Escobar, son frère Roberto et 9 de ses lieutenants s'échappaient par des routes alternatives soigneusement planifiées. El Palomo choisit un chemin différent. Il se réfugia d'abord dans le sud de l'Antioquia, dans des propriétés de repos qu'il utilisait comme cachette. Puis il se rendit à Manizales avant de revenir finalement à Medellín, où il reprit son rôle de pièce maîtresse dans la sécurité du patron. Les services de renseignement savaient parfaitement qui il était. Ils considéraient Johnny Rivera comme l'un des piliers de la stratégie de défense d'Escobar, en particulier dans les opérations contre la police. Des rapports récents indiquaient qu'il avait financé, à hauteur de plus de 100 millions de pesos, des groupes armés responsables de l'assassinat de 38 agents à Medellín, un coup qui ébranla les forces de l'ordre. Mais pour comprendre la place d'El Palomo au sein du cartel, il est nécessaire de remonter quelques années en arrière. À ses débuts comme sicario, il reçut une mission cruciale directement d'El Chopo: éliminer Rubén Londoño, alias La Yuca, l'homme qui avait osé défier Escobar. Le 18 juillet 1986, la mission fut accomplie. La Yuca tomba dans une embuscade. Son corps fut abandonné sur une route, présenté comme s'il avait trouvé la mort lors d'un affrontement avec la police. Les hommes qui avaient juré fidélité à Rubén furent convoqués par Escobar. Le patron leur offrit une issue. Il ne cherchait pas à déclencher une guerre contre eux. Certains acceptèrent et intégrèrent sa structure. D'autres connurent le même sort que leur chef. En réalité, au moins 5 hommes proches de la Yuca finirent également assassinés dans des circonstances similaires, effaçant ainsi toute trace de sa faction au sein du cartel de Medellín. La figure de la Yuca a été, en grande partie, reléguée dans la culture populaire. Même dans la série Escobar, El Patron del Mal, son rôle fut minimisé, réduisant l'importance d'un homme qui, à son époque, avait pourtant été parmi les plus proches du capo. Mais tandis que la mémoire de Rubén Londoño s'effaçait, le destin de Johnny Rivera Acosta, alias El Palomo, continuait de s'écrire dans les rues de Medellín. Le lundi 7 novembre, le centre de réception du gouvernement de Medellín reçut le premier de 3 appels anonymes qui marqueraient le début de sa fin. L'informateur assura que Rivera se cachait dans une ferme de la municipalité de La Estrella, au sud de l'Antioquia, accompagné de 3 hommes de la branche terroriste du cartel. Le bloc de recherche, composé de la police et de l'armée, analysa l'information et déploya une patrouille sous couverture dans la zone. Mais lorsqu'ils arrivèrent, El Palomo avait déjà disparu. Il avait quitté l'endroit 8 jours plus tôt. Loin de se décourager, les enquêteurs restèrent attentifs. Le 12 novembre, une nouvelle communication parvint au centre d'information. Le même informateur affirmait que Johnny Rivera se déplaçait désormais dans la municipalité d'Itagüí. Le renseignement était précis. Un homme aux cheveux teints en blond conduisait une Renault 9, près d'un entrepôt de pétrole. L'avis fut transmis au service de renseignement, qui l'ajouta au dossier grandissant sur l'un des sicarios les plus meurtriers d'Escobar. La chasse approchait de plus en plus de son dénouement. Le 3e appel fut décisif. L'informateur livra des détails concrets sur le système de sécurité qui protégeait Johnny Rivera, alias El Palomo. Le bloc de recherche agit immédiatement. Pour ne pas éveiller de soupçons, ils louèrent une maison située juste en face de la résidence de Rivera. De là, ils installèrent un poste d'observation, tandis que 2 agents infiltrés se faisaient passer pour une famille ordinaire du voisinage. Pendant 15 jours, les enquêteurs étudièrent chacun de ces mouvements. La routine dans la maison semblait conçue pour détecter une surveillance. Des gardes entraient et sortaient à des horaires irréguliers, des gestes suspects et des comportements destinés à vérifier si la maison était observée. La résidence, acquise à peine 2 mois auparavant, disposait d'un garage, de 3 chambres et de 2 patios. Un voisin apporta un détail significatif. À part une Renault 9 stationnée dans le garage, il ne semblait pas y avoir de luxe. Tout indiquait que l'endroit était conçu davantage comme un refuge que comme un foyer. Avec l'information confirmée, le bloc de recherche décida d'agir. L'unité d'élite de la police se déploya dans le secteur, occupant discrètement plusieurs maisons voisines, mais laissant intacte la résidence de Rivera afin de ne pas éveiller les soupçons. L'opération fut déclenchée après minuit, dans la nuit du jeudi. Des agents infiltrés surveillèrent l'entrée jusqu'à confirmer que Rivera et une jeune femme
était entré. À ce moment-là, une autorisation judiciaire fut demandée. Un procureur envoyé de Bogota fut transporté dans un véhicule blindé jusqu'à l'endroit pour légaliser l'opération. Une fois tout prêt, les unités prirent des positions stratégiques autour de la maison. En se rendant compte de l'encerclement, les gardes du corps d'El Palomo ouvrirent le feu, déclenchant un intense échange de tirs qui brisa le calme de la nuit. Le procureur Guillermo Villa Alzate, qui supervisait la procédure à Medellín, décrivit ensuite l'action avec un seul mot: parfaite. À 2 heures du matin, le silence d'Itagüí fut rompu par une rafale de coups de feu. El Palomo était tombé. Un voisin du quartier se rappela plus tard de la scène avec effroi. Tout était tranquille jusqu'à 1h30. Soudain, j'ai vu un homme en uniforme sombre, capuche et fusil à l'angle de la rue. Il m'a dit: « Vigilant, aujourd'hui tu ne siffles plus. » En quelques secondes, la rue s'est remplie d'hommes cagoulés. L'opération surprise fut dévastatrice. Les gardes du corps de Rivera tentèrent de s'échapper en tirant sur les soldats, mais ils furent abattus sur le champ. Le déploiement fut massif. Selon des données du bureau de Medellín, l'action mobilisa près de 200 hommes, des hélicoptères armés et 2 camions-citernes qui scellèrent la zone. Lorsque les unités arrivèrent dans le quartier Calatrava, accompagnées d'un procureur spécial, elles utilisèrent un pétard pour faire exploser la porte principale. Depuis l'intérieur, elles furent accueillies par des tirs croisés qui blessèrent un policier. Le premier à tomber fut Carlos Mario Manrique, chargé de la surveillance extérieure. Depuis le toit, il ouvrit le feu sur les agents, mais fut rapidement atteint par les balles. Le pire se trouvait à l'intérieur. Dans la cour de la maison, après un intense échange de tirs, Johnny Rivera, El Palomo, tomba aux côtés de son garde du corps, Jairo Alonso Carvajal Rey, alors qu'il tentait de fuir par l'arrière de la demeure. L'opération laissa également des détenus. Ivan Acevedo Gutiérrez, âgé de 22 ans, et une jeune fille qui, selon les sources, serait la sœur de Jorge Eduardo Avendaño Arango, alias Tato, l'un des hommes de confiance d'Escobar. La jeune fille, mineure, fut ensuite placée sous la garde du parquet régional. Avec la mort d'El Palomo, un autre des piliers militaires du cartel de Medellín s'effondrait. Mais en même temps, il devenait évident que le prix en sang, tant pour les sicarios que pour la société colombienne, continuait de croître sans répit. La jeune fille de 16 ans, retenue lors de l'opération, resta sous garde pendant quelques heures. Finalement, le parquet régional confirma son statut de mineure et elle fut remise à sa famille, sous la supervision du procureur délégué, Guillermo Villa Alzate. À l'intérieur de la résidence, les autorités trouvèrent des preuves clés. Une fausse carte d'identité au nom de Juan Mauricio Mejía, utilisée par El Palomo pour dissimuler son identité. Plusieurs bracelets du DAS, la Renault 9 déjà mentionnée, un équipement de radiocommunication, un téléphone portable, 4 pagets, 2 pistolets de calibre 9 mm et une mitraillette Ingram. L'ampleur de l'opération, avec près de 200 hommes déployés, se justifiait par la réputation de la cible. Au sein du cartel, El Palomo était considéré comme un tireur d'élite, quelqu'un dont la précision faisait de lui une menace même pour des unités entraînées. Son élimination, selon les porte-paroles du bloc de recherche, ne fut pas seulement un coup militaire, mais aussi un message de terreur adressé à la structure d'Escobar. La mort de Johnny Rivera s'ajoutait à celle d'autres hommes clés comme Juan Arias, David Ricardo Prisco Lopera et Taón, affaiblissant le front armé du cartel. Son corps fut réclamé à l'amphithéâtre d'Itagüí par 2 de ses sœurs, qui vivaient avec sa famille dans le quartier La Ferreira, dans la municipalité de La Estrella. La fin d'El Palomo ne fut pas seulement la chute d'un autre lieutenant d'Escobar. Elle représenta aussi un épisode de plus dans l'interminable cycle de violence qui laissa des cicatrices profondes dans la société colombienne. Car le monde du narcotrafic, au-delà des noms et des alias, est un univers obscur qui a marqué l'histoire récente de toute une région. Le narcotrafic n'est pas uniquement l'histoire de drogue et d'argent facile. C'est, avant tout, un phénomène qui a étendu ses racines vers la violence, la corruption et la déstabilisation sociale. Dans ce sous-monde, les loyautés sont fragiles et les trahisons inévitables.
les règlements de compte deviennent la norme. Les hiérarchies au sein des cartels sont rarement stables. Elles changent au rythme de la violence, soutenues uniquement par la peur. Le pouvoir s'exerce par convenance et, lorsqu'il n'est plus utile, il est éliminé sans hésitation. Cet environnement volatile alimente un cycle interminable de vengeance. Une offense, réelle ou perçue, déclenche des réponses brutales et disproportionnées qui finissent par emporter des familles entières, des communautés complètes, les plongeant dans l'insécurité et la terreur. Les organisations criminelles, bien que disciplinées et autoritaires, sont vulnérables aux fractures internes. La féroce compétition pour le contrôle des routes, des territoires et des ressources stratégiques conduit inévitablement à des affrontements entre factions rivales, chacun plus sanglant que le précédent. Dans cette logique perverse, la violence s'hérite, se reproduit et se normalise. Chaque assassinat en engendre un autre, chaque vengeance alimente une nouvelle représaille. Et ainsi, le cercle destructeur du narcotrafic continue de tourner, laissant derrière lui un héritage de mort, de corruption et de peur dont peu de communautés parviennent à s'échapper. L'exposition constante à la violence, tant à l'intérieur du cartel que dans la société colombienne, produisit un effet dévastateur. La désensibilisation, ce qui, dans un autre contexte, aurait été inacceptable devint partie intégrante du quotidien. Les exécutions, les attentats et la brutalité firent partie d'un mode opératoire normalisé. La violence était plus qu'un simple outil de vengeance. Elle était utilisée de manière systématique comme stratégie de contrôle territorial. Éliminer les rivaux, inspirer la peur et semer la terreur dans des communautés entières étaient des méthodes pour consolider les routes du narcotrafic et sécuriser des points stratégiques. Le monde du narcotrafic à cette époque révélait toute sa complexité. D'un côté, on vivait la gestion des conflits internes, où les alliances étaient fragiles et changeaient au moindre signe de méfiance. De l'autre, la violence planifiée fonctionnait comme une politique d'État parallèle, destinée à maintenir la cohésion de l'organisation et la domination dans les rues. La compétition pour le pouvoir, l'argent et l'influence étaient constantes. Les rivalités entre lieutenants et factions internes ne faisaient pas seulement affaiblir la structure. Elles obligeaient aussi Escobar à recourir à des mesures extrêmes pour préserver le contrôle. Chaque dispute débouchait sur des règlements de compte sanglants qui compliquaient encore davantage la stabilité du cartel. Dans ce contexte, la violence ne se limitait pas à étouffer les trahisons ou à éliminer les ennemis. Elle se transformait en un mécanisme de gouvernement criminel. La force brute devint la loi non écrite qui maintenait l'organisation unie et qui, en même temps, semait la terreur dans la société civile. La violence du cartel de Medellín ne se limitait pas à éliminer les rivaux dans la guerre pour le pouvoir. Elle remplissait également une fonction stratégique, semer la peur dans des communautés spécifiques pour consolider sa domination sur des zones clés. La terreur était un message adressé à tous. Quiconque osait défier l'autorité du cartel ferait face à des conséquences brutales. Mais l'influence de ces organisations dépassait le cadre militaire et criminel. Le narcotrafic en Colombie atteignit même la sphère politique. Des cas comme celui de Rubén Londoño, alias La Yuca, qui parvient à occuper un poste de conseiller municipal grâce à des alliances locales, sont un exemple de la manière dont les tentacules du cartel pénétraient la vie institutionnelle. Le réseau allait bien au-delà des municipalités. Au niveau national, le narcotrafic parvint à tisser une structure complexe de corruption et de complicité qui atteignait des politiciens, des juges et des fonctionnaires de haut niveau. Cette symbiose corrompue ne garantissait pas seulement une protection aux capots, elle sapait également la crédibilité des institutions colombiennes. Le résultat fut dévastateur. Une société marquée par l'impunité et l'inégalité devant la loi, où la justice semblait sélective et perméable à l'argent de la mafia. Cette interconnexion entre politique et narcotrafic approfondit la déstabilisation de l'État colombien, affaiblissant la capacité du gouvernement à répondre efficacement à la violence. En même temps, elle intensifia la compétition entre les cartels et les groupes armés, tous luttant pour le contrôle de territoires stratégiques et de routes de trafic. Dans ce scénario, la violence n'était pas seulement une conséquence, mais aussi un instrument de pouvoir politique et économique. La capacité de l'État colombien à garantir la sécurité de ses citoyens
se trouva sérieusement compromise. La violence du narcotrafic n'éroda pas seulement l'autorité de l'État, elle aggrava également la crise politique et sociale du pays. La lutte contre ce phénomène démontra qu'elle ne pouvait pas se limiter à des opérations policières ou militaires. Pour être efficace, elle devait aller bien plus loin. Elle nécessitait des stratégies intégrales, une coopération internationale et une approche multidisciplinaire capable d'attaquer les racines sociales, économiques et politiques qui l'alimentaient. Les actes de terreur exécutés par Escobar et son organisation eurent un effet psychologique profond. Ils inspiraient la peur et la paranoïa tant chez leurs ennemis que dans la société en général. La certitude que le cartel n'hésiterait pas à recourir à une violence extrême renforçait la perception que l'État était incapable de protéger ses citoyens. Cependant, le narcotrafic n'est pas né dans un vide. Son histoire en Amérique latine remonte à des processus bien plus anciens. Pendant la colonisation, les puissances européennes introduisirent des cultures comme la canne à sucre et le tabac, établissant un modèle économique basé sur les plantations et les grands latifundia. Dès le 19e siècle, la croissance de la demande mondiale de café, de caoutchouc et d'autres produits agricoles consolida ces structures d'inégalité. La concentration des terres et la dépendance vis-à-vis des économies extractives posèrent les bases des tensions sociales qui, des décennies plus tard, faciliteraient l'expansion d'économies illégales comme celle du narcotrafic. Le modèle économique fondé sur les plantations et les latifundia ne marqua pas seulement l'histoire de l'Amérique latine, il engendra aussi de profondes inégalités sociales et économiques. Ces conditions agirent comme incubateurs de tensions politiques et de conflits internes qui, avec le temps, favorisèrent l'apparition de groupes armés et d'économies parallèles. L'instabilité chronique de la région contribua à la création de zones où l'autorité de l'État était faible ou inexistante, devenant un terrain fertile pour le développement d'activités illégales, parmi lesquelles le narcotrafic. À partir des années 1960, un facteur externe transforma radicalement le paysage. La croissance de la consommation de drogue aux États-Unis, la marijuana et, surtout, la cocaïne connurent une demande sans précédent. Cet essor fit des producteurs latino-américains des acteurs centraux d'un marché de plusieurs milliards de dollars, ouvrant la porte à l'émergence de puissants cartels. La diversité géographique de la région, avec de vastes jungles, des chaînes de montagnes et des zones rurales difficiles d'accès, offrit un cadre idéal pour la culture de la coca et du pavot. L'inaccessibilité de ces zones permit aux narcotrafiquants d'opérer avec une relative impunité, déjouant la surveillance des autorités. Le résultat fut un scénario marqué par la violence, des cartels s'affrontant entre eux et contre les forces de sécurité, générant des niveaux de conflit qui, dans de nombreux pays, atteignirent l'intensité d'une guerre non déclarée. La corruption associée au narcotrafic affaiblit profondément les institutions colombiennes. La complicité des fonctionnaires et l'incapacité de l'État à répondre efficacement alimentèrent un cycle d'impunité qui semblait interminable. La violence et l'instabilité générées par le commerce de la drogue ne laissèrent pas seulement des milliers de morts en Colombie, elles provoquèrent également des migrations forcées, déplaçant des familles entières qui fuyaient la peur et des conditions de vie insoutenables. Bien que, pour de nombreux paysans, la culture de la coca représenta des revenus immédiats, à long terme, elle perpétuait la pauvreté, condamnant des communautés entières à la dépendance et à l'exclusion sociale. L'histoire de la Yuca et d'El Palomo est le reflet de cet engrenage pervers. Des hommes qui atteignirent pouvoir et notoriété sous la protection d'Escobar, mais qui finirent par tomber victimes du même cercle de violence qui les avait rendus redoutés. Leur destin illustre comment le narcotrafic ne pardonne pas même à ceux qui l'alimentent de l'intérieur. L'héritage de ce phénomène ne se limite pas aux chiffres des morts, ni au nom des capots célèbres. Son véritable impact se mesure dans la méfiance sociale, la corruption politique, la pauvreté structurelle et la peur collective qui marquèrent toute une génération. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de nous avoir accompagnés dans ce parcours à travers l'une des histoires les plus sombres du cartel de Medellín. Que pensez-vous du destin de la Yuca et d'El Palomo? Laissez-nous votre commentaire, nous sommes intéressés par votre point de vue. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne
et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. On se retrouve dans le prochain épisode.